aujourd'hui un petit retour sur la conférence du mois dernier, sur l'avertissement, ça s'appelait, du mois dernier. Et pour faciliter la tâche à plusieurs d'entre vous, je vous en résume le contenu. Mais un résumé à 15 000 mètres d'altitude quand même. Hein. Donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'expliquer ce qu'était mon projet dans tout ce cycle sur Staline. À l'époque, je parlais de 8 conférences, et depuis, il y en a 2 qui se sont ajoutées. Nous sommes donc à 10 conférences, puisque Jean Roblin va nous proposer 2 conférences en mars, le 15 et le 17 et le 22 mars, de mémoire. Je vous le confirmerai tout à l'heure. Oui. Donc, j'ai précisé mon projet en insistant d'abord sur une première question qui est que l'ensemble du système politico-médiatique fait un amalgame entre ce qui s'est passé et dans les pays adjacents entre 1917 et 1991 et l'idée, la visée du communisme. Et en annonçant tout de suite que dans ce cycle sur Staline, moi, je distingue les deux. Je distingue très clairement entre, et surtout entre la période stalinienne et l'action de Staline et la visée communiste. Je dis surtout, mais à vrai dire, peut-être avec des nuances en ce qui concerne la période léninienne de 1917 à 1923-24, là, il y a des nuances importantes à faire, où là, les objectifs et l'état d'esprit général, l'esprit général était vraiment, disons, beaucoup plus positif, beaucoup plus tendu vers la visée communiste, mais sinon, après, c'est une autre chose. Voilà, ça c'est une première problématique que j'aborde. Après, il y a celle du bilan. Bilan, pas bilan, etc. Et là, j'égrène tout un tas d'adaptations de sa doctrine auxquelles le PCF a procédé. Vous savez, hein, la dictature du prolétariat, etc. etc. C'est beaucoup pendant la décennie 1970 que le PCF supprime tout un tas d'intitulés qui fâchaient à ses yeux ou qui pouvaient lui nuire à ses yeux, et donc toutes ces adaptations elles ont lieu en gros dans la décennie 70, mais à aucun moment le Parti communiste français ne franchit le pas de plus qui consisterait à s'engager. De quelle manière, ça je ne le dis pas, mais à s'engager d'une manière ou d'une autre dans un bilan du stalinisme et aussi une critique du stalinisme. Donc, ça jamais. Je fais des nuances, et là, j'indique que cette nuance que je fais, que je vais dire, cette nuance que je fais, elle peut faire l'objet d'un débat, et je suscite ce débat aujourd'hui, avant même d'entrer dans la conférence d'aujourd'hui. Cette question, c'est laquelle? C'est que je dis qu'il n'y a pas eu de bilan du stalinisme. Bon, il n'y a pas eu. Mais j'ai dit le 5 janvier, il y avait une occasion d'en faire un en 1956, ça n'a pas été fait, mais j'ai rajouté que en 1956, à mes yeux, les conditions n'étaient pas réunies pour que ce bilan ait lieu.
En disant ça, j'ai enclenché une interrogation qui a été exprimée par certains d'entre vous dans des mails qu'ils m'ont adressés. Et cette interrogation, elle est la suivante. Tu acceptes qu'il n'y ait pas eu de bilan du stalinisme, bilan critique, en 1956? Oui, mais après, en 1968, la Tchéco, etc., etc. Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu fais? Donc, ça, j'ai enclenché un débat de ce type. Quand est-ce que, ou bien, plutôt, où allons-nous placer la ligne de séparation, la limite, au-delà de laquelle on va commencer à dire que la responsabilité du Parti communiste français, elle est gravement engagée dans le fait qu'il n'y a pas eu de bilan du stalinisme. Où est-ce qu'on met la limite? Avant la limite, on va lui trouver des circonstances atténuantes, mais après, beaucoup moins, voire pas du tout. Et on va commencer à dire, là, il y a une faute politique. J'ai donc engagé ce débat sans trop m'en rendre compte, je l'avoue. Hein, je me rends compte que cette question, elle est venue par vos courriers électroniques, et donc ce serait peut-être bien, quand j'aurai fini ce rapide résumé, qu'on y revienne. Voilà, j'ai abordé aussi une autre question, c'est que depuis des décennies et des décennies, bien entendu, le système politico-médiatique déploie une énergie vraiment colossale pour réécrire l'histoire, etc. Pourquoi, je vais terminer là-dessus, pourquoi m'être mis en tête de faire ce bilan maintenant? Peut-être que j'aurais pu le faire avant, mais moi je considère qu'il y a une donnée politique qui m'a incité vraiment à me lancer là-dedans. C'est la subversion fasciste qui arrive, qui est déjà là, qui arrive. Si on veut se donner quelques chances, peut-être est-il déjà trop tard, allez-vous me dire, et je peux l'admettre aussi. De ce point de vue-là, je ne suis pas d'un optimisme délirant. Mais si on veut se donner une toute petite chance que des gens commencent à faire une distinction entre ce qui s'est passé en URSS et la vraie visée communiste, eh bien, dans le contexte avec l'arrivée du fascisme, il est plus qu'urgent de le faire. Et ça sera utile, à mes yeux, pour toute la gauche, pas seulement pour le PCF, mais aussi pour l'ensemble de la gauche, parce que si nous sommes plombés, mais quelque part c'est toute la gauche qui est plombée, aussi, par la même occasion. Il me semble. Sûrement pas de la même manière, mais je pense que c'est toute la gauche. Donc, si nous arrivions à nous extraire du bourbier doctrinal dans lequel nous nous sommes laissés enfermer pendant X années, au moins 3/4 de siècle, eh bien, ça serait pas mal. Voilà, pour résumer, il y a d'autres choses, hein, mais pour résumer ce que j'ai fait. Et puis j'ai présenté une bibliographie. Voilà, mais ça tu la trouveras dans la vidéo. Voilà pour le résumé du 5 janvier. Alors, donc, si vous le souhaitez, on peut prendre 10 minutes, un quart d'heure sur cette question que j'ai évoquée, à savoir que en disant qu'en 1956, il n'y avait pas de
faute particulière. Alors, pourquoi j'ai dit ça 56? Parce que nous sommes en pleine guerre froide et que les conditions du débat politique sont, comment dire, catastrophiques. Chaque camp exprime ses idées sans nuance. Le moindre couillon qui traîne quelque part et qui exprime une nuance, on lui saute dessus, on lui saute sur le paletot et on l'accuse de tout. Et donc, pour ce qui nous concerne nous, moi je laisse de côté la droite, mais pour ce qui nous concerne nous, le peuple de gauche, eh bien, en gros ce qui prévalait, c'était quand même des idées bien au carré, bien tranchées, etc. On n'était pas porté à trouver des excuses ou des circonstances atténuantes ou que sais-je encore. Et c'est surtout ça, c'est surtout la guerre froide qui m'a incité à dire ça. Mais après bon, la guerre froide, c'est un peu moins vrai, beaucoup moins vrai. Et puis, il y a eu, comment ça s'est appelé, entente, détente et coopération, un truc comme ça. Ça, c'est l'expression de De Gaulle, quand il revient en 59, et qui s'est développé. Donc après, 68, 74, etc., c'est différent. À vous de jouer. À vous de jouer. Quel était le degré de dépendance du Parti communiste français par rapport à la Russie en 1956? Alors, il est très, très, très élevé. Très, très, très élevé. C'est un des aspects qui, finalement, conduit à ce que le PC n'ose pas, ne franchit pas le pas. À cette époque-là, attention, dans le cadre de la guerre froide régit tout. C'est le contexte surplombant. Et dans ce contexte-là, non, pas de bilan, pas de critique du stalinisme, évidemment. Qu'est-ce que ça risque de donner si on critiquait l'invasion de la Hongrie? Qu'est-ce que ça aurait risqué de donner? Sans doute une mise sur la place publique du débat. Alors, laquelle de place publique? Eh bien, les partis de l'Internationale, qui, par parenthèse, n'existe plus à l'époque. Hein. Formellement, l'Internationale communiste, elle est supprimée en 1943. Bon. Mais intellectuellement, idéologiquement, il y a encore des mœurs qui subsistent. Hein. L'URSS continue de régenter le monde, son monde. Et donc, tout cela aurait été mis sur la place publique et aurait incité tel parti à s'exprimer dans tel sens, tel autre parti à s'exprimer dans tel autre. Possiblement, franchement, c'est facile pour moi de le dire aujourd'hui, mais possiblement, une immense majorité des partis communistes se serait exprimée en faveur du PCUS, hein, possiblement, et on aurait assisté peut-être à un début ou quelque chose, une scission. Quelque chose. Parce qu'il y avait aussi d'autres pays en Europe où il y avait un parti communiste, aurait pu enclencher peut-être une boule de neige. Mais les Français, ils osent, nous aussi, on n'est pas d'accord avec l'invasion. C'est possible que ça les décourage. Ça aurait pu s'imaginer peut-être pour le PCI. Italien? Mais en 1956, j'ignore totalement quel était l'état du PCI. Mais il l'a condamné quand même, en 1956. Il l'a condamné? Il a condamné le PCI italien en 1956. Hein. D'accord. C'est pas ça qui a amélioré sa situation. C'est pas autour de ça qu'il faut réfléchir pour l'Italie. Mais il y a aussi, tu parlais, il y a la guerre froide, période de décolonisation. Et le Parti communiste français, il était engagé quand même au soutien de ces pays pour la libération, etc. Donc, il y avait guerre d'Algérie,
c'est cette période, les mouvements qu'il y avait, etc. Donc je sais que, bon, moi j'étais gamin, mais il y avait des manifs et tout, on soutenait quand même les révoltes algériennes contre la colonisation, puisqu'il y avait Alger républicain, un journal communiste en Algérie, dont un des rédacteurs en chef qui après habitait le Canet, Robert Derriot, qui est allé au bagne du fait qu'il était communiste à l'époque des mouvements. Je pense que tout ça, je pense qu'il y avait... Et puis quand même, il y avait une confiance absolue en l'Union soviétique. Ah, voilà. Ça, c'était le parti frère, je l'ai entendu même après. Moi, j'ai visité beaucoup les pays socialistes, socialistes, j'ai toujours eu des doutes, mais on a toujours dit... grand frère. Le grand frère. Mais, si on voit ce qui se passe aujourd'hui par rapport à Trump, face à l'attitude des États-Unis, bon, ils étaient très agressifs. Le McCarthy. Ouais, McCarthy. Mais là, alors là, ça dépasse toutes les limites possibles et inimaginables. Bien sûr. Donc, je ne sais pas si c'est bon encore, il faut que je coupe le téléphone. Non. Donc, je crois que ça jouait. Puis, on avait trop de liens avec... Financier. Non, je ne dirais pas. Non. Il y a eu des aides, mais il faut savoir que... excusez-moi. On avait envie d'y croire aussi. Il faut savoir que jusqu'à dans les années, disons 85, on recevait en vacances les délégations soviétiques. Les hauts dirigeants sur le Côte d'Azur ont loué une villa à Théoul. Moi-même, j'ai pris le petit déjeuner avec Gorbatchev. Il n'était pas premier secrétaire, il était ministre de l'Agriculture et secrétaire d'une fédération, je ne me rappelle plus laquelle. Donc, il y avait une relation... et de nombreux camarades du Parti communiste allaient en Russie, là, dans le pays. Ils étaient reçus en vacances, à Stokchi, puis à d'autres endroits. Donc il y a tous ces liens. Et je crois que même nos dirigeants ne savaient pas exactement ce qui se passait réellement, la réalité soviétique. Parce que moi je sais que par exemple Georges Marchais qui venait en vacances, et puis d'autres dirigeants en Bulgarie, il allait à la chasse, il y avait des grandes forêts de chasse du président, ils étaient en dehors de la réalité. Ouais. Voilà. Oui, il y a un dernier élément qu'il ne faut pas oublier, on est en 56, hein, et il ne faut pas oublier que on est dans une période de officiellement déstalinisation ouverte dans laquelle les partis occidentaux et les deux dirigeants principaux, c'est-à-dire Torres et Togliatti, sont des staliniens purs et durs. Et partisans, il ne faut pas oublier hein, quand même leur attitude vis-à-vis du rapport Khrouchtchev, etc. Hein. Et à mon avis, c'est quelque chose qui pèse très dur hein, dans la fidélité, en quelque sorte, à la ligne dure qui a mené à la Hongrie. Il ne faut pas non plus oublier quand même le paradoxe. Je vous rappelle qu'en Hongrie, en 1956, se forment des conseils. Ah bon. Oui, ben oui. Qu'on avait intérêt de suivre. Des conseils ouvriers, Comme en Italie. des conseils d'étudiants. Vous savez, conseil, il paraît qu'en russe, ça se dit soviet. C'est quand même l'armée soviétique qui écrase les soviets, enfin les conseils, vous voyez. Bon, aujourd'hui encore, ce qui est très curieux, par exemple, c'est à Bagnolet, vous voyez encore une inscription en russe remerciant les généraux Yukov et Rokossovski, c'est-à-dire les vainqueurs de Stalingrad. Mais enfin, il ne faut pas oublier que Rokossovski, c'est aussi le mec qui justement a opéré en Hongrie. Donc, ce stalinisme foncier qui était dans les partis de 1956 a
beaucoup aidé. Il ne faut pas oublier qu'ils ont lutté, les deux, Togliatti et Torres, ont lutté les deux pour atténuer la portée du rapport de déstalinisation. N'oublions pas qu'il y a deux villes qui s'appellent Torres et Togliatti en Russie. Alors je ne sais pas si ça y est encore aujourd'hui. Togliatti, oui, parce qu'il paraît qu'il y a l'usine de voitures. Oui, je crois qu'il est. Elle s'appelle donc dans la ville Togliatti. Excusez-moi, c'est juste pour. Michel. Hier soir, il y avait une émission, je ne sais pas si vous avez vu, sur le stalinisme. Je ne sais pas si c'était sur. LCP. LCP, et j'ai retenu par rapport à la préoccupation que nous avons là deux choses. C'est d'une part le discours de Khrouchtchev. Khrouchtchev, ce discours n'est pas diffusé. Il n'est pas diffusé, il est dit, il est récité par les caciques, mais il n'est pas diffusé. Et ça, c'était quand même pas anodin. Et puis, le deuxième élément, c'est Brejnev. Brejnev qui change, qui est un combattant de la guerre et qui réhabilite en quelque part Staline en tant que chef de guerre et vainqueur de la Grande Guerre. De la Grande Guerre, de la guerre. Ouais. Et ces deux éléments mis bout à bout expliquent peut-être quelque chose aussi. Bien sûr. Il est exact que Torres et Togliatti, c'est Jean qui l'évoquait, ils sont mis dans une pièce où se déroulait le congrès du PCUS en 1956. Ils sont mis dans une... eux deux et d'autres, hein, ils sont mis dans une pièce et on leur donne le rapport Khrouchtchev En russe. écrit en russe. En russe. Écrit en russe. Et ils ne peuvent pas, ils n'ont pas de copie. Ils sont en capacité de le lire. Je ne sais pas du tout comment ça s'est passé. Est-ce qu'ils l'ont lu ensemble? C'est Cognot qui le traduit. Ah voilà. C'est Georges Cognot Oui. qui est le traducteur. On l'a su 20 ans après, ça a été publié dans l'Humanité dans les années 80 d'une façon complètement ridicule. Ah d'accord. Alors personne Et donc, et une fois la lecture faite, ils rendent le rapport Khrouchtchev, et puis voilà. Bon, mais il sera publié par le journal Le Monde, peut-être par un journal américain d'abord, et ensuite par le journal Le Monde, on va dire 2-3 semaines après. Ah, d'accord. 2, 3 ou 4 semaines après. Je ne sais pas si Jean en a la mémoire. C'est tout simplement, l'histoire est connue maintenant, à savoir que dans les luttes internes au PC US lui-même, Khrouchtchev s'est arrangé pour le filer aux Polonais qui l'ont filé aux Ricains. Ah voilà. Par rapport au financement, je voulais revenir sur quelque chose qui a été dit la dernière fois. Les éditions sociales n'étaient pas imprimées à Moscou. Ce qui était vendu et qui était imprimé à Moscou, c'était les éditions du Progrès, y compris en français. Et ça explique que, alors c'est extraordinaire, la grande édition des œuvres de Lénine, en 50 et quelques volumes, dirigée par Garaudy. 37 volumes. Dirigée par Garaudy. Le gars, il a fait ce travail-là, mais ça a été traduit. Et c'était des archives qui se trouvaient à Moscou. Donc on comprend, et la traduction faite, ça a été imprimé là-bas, c'était vendu en France, bien sûr. Mais comme, je vais le dire brutalement, comme les Amis de Liberté, quand ils ont imprimé des trucs, ils les ont fait imprimer en Italie. On est déjà, à ce moment-là, dans une certaine mondialisation. Hein. C'est une question de coût. Après, je voudrais revenir quand même sur, tu dis, le contexte politique pour nous aujourd'hui, pour cette conférence, cette réflexion. Moi, j'aimerais qu'on imagine que ce que tu nous fais, c'est la suite des conférences précédentes. Les révolutions bourgeoises. Et oui,
Et je m'explique, j'ai comme l'impression que ce qui s'est passé en Union soviétique, ça a quelque chose à voir avec les révolutions bourgeoises, parce qu'il n'y avait pas une véritable bourgeoisie dominante lorsque le pouvoir était pris. Alors après, on pourra en tirer plein de conclusions, mais il me semble que c'est important de revenir là-dessus. Pour ça que moi, le terme de stalinisme ne me va pas. Je crois que c'est quelque chose qui est beaucoup plus à apprécier. Et donc, comme on l'a fait on n'a pas fait un bilan de la révolution hollandaise. Je crois qu'il faut qu'on se demande comment ils ont fait et qu'ont-ils fait et savaient-ils ce qu'ils faisaient. On n'a pas traité la Révolution française. Tu n'as pas traité la Révolution française. Mais est-ce que ceux qui ont fait la Révolution française étaient conscients qu'ils étaient en train de passer du système féodal, qui était en train de dépérir depuis des années, à autre chose, et à prise de pouvoir par la bourgeoisie? Bon, c'est tout. Hein. D'accord. Mais alors, ce que tu dis là, ça m'évoque furieusement un livre de Domenico Losurdo qui s'appelle « Fuir l'histoire », point d'interrogation. Un petit livre dans lequel Losurdo, en deux parties. Première partie, c'est une analyse de la révolution russe, et la deuxième partie, une analyse de la révolution chinoise. Raison pour laquelle je suis en train de le lire. Et Losurdo, il dit arrêtons de nous battre la coulpe. Et là, il vise toutes les révolutions que tu as citées, révolution bourgeoise, du cycle révolution bourgeoise de la fin 2024, et révolution russe, et tutti quanti. Il dit, je ne connais pas de révolution, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Expression un peu facile, mais en gros c'est ce qu'il dit, hein, si je veux résumer ce qu'il dit. La Révolution française, elle a fait des morts et des morts, évidemment. La Révolution, et les révolutions que nous avons étudiées fin 2024, elles en ont fait. La Révolution anglaise, la Révolution hollandaise, bon. Voilà. Et Losurdo, alors c'est là où il est, comment dire, audacieux, et où il prête le flanc à d'éventuelles critiques. Mais ça, c'est Losurdo, hein. Il n'a peur de rien. Il avait, malheureusement. Il avait, t'as raison, il avait peur de rien. Oui, il est mort en 2017. Il dit, mais même chose pour la révolution russe. Elle a fait... Alors, il ne parle que de la révolution, il ne parle pas vraiment de Staline. Hein. Staline, c'est une autre problématique. Mais la révolution russe, oui, il y a eu des tas de choses. Voilà. Bon, ça me fait penser à ça. C'est la raison pour laquelle j'ai quand même tendance plutôt à dire Staline, stalinisme, période stalinienne, etc. Parce que là, il s'ajoute un facteur personnel qui surdétermine, je ne sais pas ce qu'en pense Jean, mais qui surdétermine toute l'action, hein, de la révolution ou du régime. Hein, ou du régime. Ça surdétermine. Staline, une demi-douzaine de morts, de millions de morts, une demi-douzaine de millions de morts. Oui, Révolution française, Napoléon, combien? Non. Napoléon, c'est la guerre. Oui, non mais... non, mais c'est pas... La logique de guerre, il faut tout démêler. Même chose, parce que les 20 millions de la Deuxième Guerre mondiale, on ne va pas les mettre au compte de Staline, à son débit. Alors en creusant, peut-être qu'on y arrivera, en disant, il a décapité je ne sais combien de généraux, au moins une douzaine ou deux douzaines, une ou deux douzaines, ou trois douzaines, je ne sais pas. Bon, mais, et donc, peut-être que ça induit derrière des morts, par inexpérience, incompétence. Je ne sais pas. Mais ça, ça c'est sûr. Mais ça, il faut creuser pour arriver à ça.
Donc, je ne me lance pas là-dedans. Je dis, les guerres, je les mets de côté. Il y a bien des gens qui les ont causées et d'autres qui les ont subies. Ça, c'est sûr. On sait bien que l'Occident, il a tout fait pour isoler Staline. Bon, Staline, il a répondu par le pacte germano-soviétique. Bon, alors là, la littérature, les rayons de bibliothèque là-dessus, n'en parlons pas. Je rentre pas là-dedans. Tout ça, c'est le contexte de guerre, etc. Bon, mais c'est quand même 25 millions, hein, le contexte de guerre. Je ne vais pas les ajouter, mais une demi-douzaine de millions, ça suffit. Ils n'ont pas à faire mon honneur, mais... Il y avait Catherine, non? Oui, par rapport à la révolution russe, c'était une révolution... c'est le pays qui est passé de la féodalité à autre chose, la Russie. Donc, forcément, et puis on a toujours un peu cette impression que cette révolution, elle n'est pas arrivée au bon endroit et au bon niveau, au bon moment et au bon niveau. Après, Staline, c'était aussi, enfin comment dirais-je, c'est une bonne excuse pour... Enfin, c'est quelque chose qui discrédite ce qui s'est passé dans l'histoire sur la Révolution. Vous voyez, la Révolution, ça sert qu'à engendrer des gens comme Staline. On peut le dire comme ça. Enfin, voilà. Je sais pas, hein. Moi, c'est les questions que je me pose par rapport au stalinisme. Et l'autre jour, j'étais à Marseille à une manif contre Trump le jour de pour Cuba. Et il y a un petit jeune qui vient d'adhérer au PCF qui m'a dit « Il faut revoir les choses hein, sur Staline, hein. Je suis sûr que c'est pas aussi simple que ça. » Il était mignon. Voilà. Hervé, ok. Vas-y. Il y a un point aussi, c'est que là on parle de révolution russe, mais au départ, c'est pas une révolution russe, c'est une révolution soviétique. Et même Lénine, qui était russe, il ne voulait pas que ce soit, enfin de mon point de vue, il ne voulait pas que ce soit une révolution russe, mais une révolution soviétique. Et ce qui est paradoxal, c'est que quand Staline n'était pas russe et arrivé au pouvoir, ça s'est transformé beaucoup plus en révolution russe que soviétique au sens pluriel, quoi. Donc oui. Cette dimension nationale et nationaliste, il faut aussi l'intégrer dans l'évolution du régime. C'est vrai que Staline a beaucoup joué pour que ça tourne à une révolution nationale et aussi pour que ça soit moins soviétique, puisque l'une des choses qu'il a faites, c'est de démanteler, ou en tout cas de ne pas soutenir l'organisation des soviets. Non mais il y a Jean d'abord. Jean. Bah, oui, je crois qu'il faut faire attention à distinguer le stalinisme justement des périodes de guerre. Et pourquoi bon, Khrouchtchev l'a dit hein, dans son rapport, les grandes périodes de purge, elles ne coïncident pas avec la guerre. Elles sont avant, tout simplement. Donc on peut difficilement foutre sur le dos des guerres les purges de 36-38. Je voudrais juste rappeler 2-3 trucs. En 1934, vous avez ce qu'on appelle le congrès des vainqueurs. Bon. Autrement dit, les adversaires de Lénine, de Staline sont éliminés. Hein. Le congrès du PC de 1934, c'est des staliniens. Bon. En 1938, 71% des mecs qui étaient au congrès de 1934 ont disparu. Et c'était des vrais staliniens. Alors, c'est quand même embarrassant que, vous voyez, des vrais staliniens, hein, le congrès des vainqueurs, 71% des vainqueurs disparaissent en 84 ans. Vous voyez, c'est bon. Il y a aussi un autre problème qui est très simple. Si vous regardez les sources qu'on possède maintenant, bon, on décide du nombre de types qu'on va exécuter bien avant de savoir s'ils sont coupables ou pas.
Ah bon, il y a Ah un bah objectif oui. de production. Oui, oui. On décide du nombre de types qu'on va arrêter avant de savoir s'ils sont coupables ou pas. Bon, Pourquoi euh, Pourquoi ça, c'est tout simplement, à mon avis, c'est tout simplement pour briser toutes sortes de résistances, quelles qu'elles soient. Comme ça, on est sûr d'y arriver. Bon, on obtient des trucs ahurissants. Terroriser, quoi. Oui, absolument. Bon. Soit on décide qu'il y a dans tel endroit 60 000 morts. Bon. Parfois d'ailleurs, quand le danger est passé, on en libère la moitié. Bon. Des trucs comme ça. La différence, bon, la guerre, par exemple, la guerre civile, on sait très bien, il ne faut pas se leurrer, la guerre civile, elle a été atroce. Bon. Entre 18 et 21, ça a été abominable. Bon, Tukhachevski, le futur général, il ne faut pas oublier que c'est Lénine qui l'a mis en place, c'était pas un ange. C'était un type qui était d'une brutalité inouïe. Bon. Mais jamais, par exemple, le système, puisqu'on a parlé de système concentrationnaire, etc., jamais les camps, à l'époque, n'ont atteint la proportion qu'ils ont atteint après, parce qu'il ne faut pas oublier que à la fin du règne de Staline, les camps représentent quelque chose comme 13 ou 14% du PIB russe. En frais de fonctionnement? Ouais. Et en production, puisqu'on les fait bosser. Ah oui, c'est-à-dire que c'est Oui, un ça système... rapporte. C'est tout un système militaire et industriel qui vous donne une idée. La différence, en somme, entre, si j'ose dire, excusez-moi d'être aussi terre à terre, mais l'artisanat de la guerre civile, avec des pauvres mecs qui risquent leur peau en permanence, et puis un système industriel, militaire et industriel, bien organisé et tout. Bon, hein. Donc ça, c'est au beau temps de Staline, 13-14%. Bah oui. Ben oui. Bon. Et n'oublions pas quand même, dernier point, que entre 1934 et puis l'après-guerre, je ne sais plus la date exacte du congrès suivant, il n'y a pas eu de congrès. Non, il n'y a pas eu de congrès. Les congrès annuels, ce n'est que du temps de Lénine. Ben oui. Bon. Après, ça s'espace. Je crois que ça donne une image qui permet un peu de, si tu veux, de cerner ce qu'on peut appeler vraiment stalinisme, à juste titre, quoi. Sans commune mesure avec tout le reste. Avec le reste, quels que soient les... En fait, le stalinisme, c'est un système de gestion de ce changement de société. Ah bah ouais, mais alors... je mettrai en question. C'est un système de gestion quand même particulier. Ah bah oui, non mais attends... Mais Staline, est-ce qu'on a des éléments parfois qui permettent de se dire qu'il avait une réflexion sur la société? Ou est-ce que c'était le mec qui était complètement... qui fait ce que tu décris là? C'est ça qui me m'intrigue. Moi, j'ai jamais lu un truc qui me dirait, voilà, est-ce qu'il a une réflexion? Lénine, oui, il en a une, mais Staline, à part tuer les gens... Jean-Pierre et Jean répondra après. Je laisserai répondre Jean, parce que j'ai aussi une réponse sur cette question. Ce que disait Jean, là, l'armée française, elle l'a fait en 14-18. Elle a choisi des gens, on les a fusillés. En réalité, c'est pour terroriser les soldats. Si vous reculez, voilà ce qui arrive. Et on voit aujourd'hui qu'on reconnaît qu'on a tué des innocents, qui étaient pour rien, ni traîtres, ni rien. Il y a cette situation. Après, une précision, la révolution bolchevique, menchevique en avril, il y a eu des morts et tout. Mais après, en octobre, après je ne parle pas, c'était une révolution de palais. Ah oui. Hein. Par contre, après, il y a eu il y a les Russes blancs qui se sont laissés faire, dont beaucoup sont venus ici se réfugier, mais il y a toute cette situation. Mais sur le pacte germano-soviétique, moi j'ai une interrogation parce que j'étais le témoin
il y avait le président des vétérans du Parti communiste, et moi j'étais secrétaire à l'organisation en 1974. Il fallait 35 ans d'appartenance au parti. Donc les gars, ils avaient adhéré en 1939, donc ils étaient quasiment tous des résistants. Mais Joseph Sarti, je l'ai su 3 ans après, qu'il était délégué à International communiste en 1938. Et écoutez bien ce que je vais dire, parce que là, et lui, il disait rien, parce qu'à l'époque, quand il y avait une mission, un communiste, on se tait. Et il me dit, Beria m'a contacté, il m'a dit, vous allez tous partir, tous les délégués, parce qu'on s'est aperçu qu'il y a des infiltrations des Japonais et des Allemands. En quelle année, 74 38. Ah non, 38. 38. Moi c'est en 74 qui était... Mais il disait rien. Et donc, ils ont changé. Alors, la question, c'est pas qu'il y a des Japonais ou des Allemands qui sont entrés à l'international communiste, c'est qu'ils ont payé déjà. Enfin, donc, ils ont viré tout le monde. Alors, je sais pas si, historiquement, on a des livres ou quoi, mais moi, j'ai vu ce témoin, Joseph Sarti, qui était... Quand il est sorti de Moscou, en 1938, bon, il était enseignant, il est rentré dans la résistance. Et dans notre dictionnaire, il est cité, mais d'une discrétion absolue. Et personne n'était au courant. Et comme moi, je préparais les réunions des vétérans, donc, je veux dire, il y a donc, ça, je dis ça pourquoi il y a ces 2 nationalités qui m'ont interrogé. C'est que l'Union soviétique et Staline, ils étaient au courant quand même qu'il y avait un problème avec les Japonais et les Allemands. Hein? Donc le pacte germano-soviétique, aujourd'hui ils essayent de dire oui, on a collaboré, etc. Donc, mais il y a cette réalité. Et je crois qu'il faudrait qu'on arrive à fouiller plus, parce qu'on ne sait pas tout. Voilà. Et on peut y arriver aujourd'hui. Juste, je reviens sur un point. Est-ce qu'on peut avoir les chiffres, là je ne sais pas si on peut les avoir ce soir, mais peut-être une autre fois, de ces personnes qui ont été fusillées dans ces cours martiales pendant la guerre 14-18? Est-ce qu'il s'agit de combien de personnes? C'est important de savoir. Est-ce que c'est des centaines? Est-ce que c'est au contraire plus? Est-ce que c'est... À mon avis, en 14-18. À mon avis, on a ça, 14-18. Surtout le général Nouvel qui a... Si je ne me trompe pas, c'est le général... Nivelle qui a... savoir l'importance de combien de fusillés, parce que... Non, mais on avait ça, ces chiffres-là. Ils y sont. Je pense que c'est peut-être relativement facile à trouver. La prochaine fois, tu... Voilà, parce qu'aujourd'hui, on commence à réhabiliter de nombreux soldats de la guerre de 14-18, à la demande des familles, de ceux qui ont été fusillés pour rien. Hein, oui, Hervé. Il y a peut-être aussi un point à prendre en considération, c'est que si je ne me trompe pas, M. Staline, il a eu son éducation, on va dire, scolaire, dans le cadre d'un séminaire religieux. C'était une éducation religieuse traditionnelle et traditionnaliste. En Géorgie. Voilà. Et bon, il est fort probable qu'on lui a enseigné l'histoire de la Russie, d'Empire russe. Donc y compris en glorifiant les tsars, etc. Il a peut-être davantage eu de connaissances de l'histoire de la Russie dans l'Empire russe que du marxisme et des œuvres de Marx. Parce qu'après, bon, visiblement, il est devenu visiblement plutôt quelqu'un, on va dire... un amateur éclairé. Plutôt, disons, un homme de main qu'un homme de bibliothèque. Ah oui, voilà. Donc, je pense pas qu'il ait eu beaucoup l'occasion de se plonger dans les bouquins pour étudier à fond la pensée marxiste. Quoi. Donc, ça peut influer peut-être sur la suite. Est-ce qu'il a quelque chose à voir avec Poutine? Avec Poutine. Là, je ne sais pas quoi répondre à cette question, mais il est certain que, et Jean me corrigera, mais Staline, il vit douloureusement, est-ce que le mot est bien choisi, mais disons, il vit mal la proximité, enfin, comment dire, la révolution de 17, elle est incarnée pour les Russes.
par Lénine et Trotsky, et personne d'autre. C'est le couple, ou le tandem, Lénine-Trotsky qui incarne. Complètement. Bon. Et Staline, bon d'abord parce que Staline, il revient tardivement d'un camp où il était en Sibérie, sûrement, quelque part. Il revient, la révolution a commencé. Hein. Donc le train est en marche, etc. Évidemment, immédiatement, il prend des responsabilités, etc. Mais, et Staline va traîner cette situation pendant des années, jusqu'à ce que Trotsky soit exfiltré, je ne sais plus trop, c'est sûrement vers les années 25, 26, 27, 28, un truc comme ça. Un truc comme ça. Et Staline est exfiltré. Bon, d'abord, je ne sais où, en Turquie, puis après, etc. Bon. Lénine, on va l'évoquer, Lénine, chaque fois, surtout vers la fin de sa vie, chaque fois qu'il est empêché d'assister, de participer à une réunion, il se fait représenter par Trotsky. Et il demande... il demande, en plus d'une occasion, il demande à Trotsky de monter au créneau dans tel ou tel organisme dirigeant. Et on a les lettres d'échange, hein, et c'est là où l'ouverture des archives est utile. Et donc il lui demande, et il ne le tient pas par la manche, hein, il lui demande d'y aller. Et il ne lui dit pas ce qu'il y a à dire. Les deux, ils savent. Ce qu'ils pensent, ils pensent la même chose. Je pense qu'on peut dire qu'ils pensent la même chose, à peu de choses près. Bon, donc, et Trotsky, plus d'une fois, il va dans une réunion, un truc, et c'est à la place de Lénine. Bon. Donc, voilà. Alors, on a cette connaissance-là du rapport entre les deux. Est-ce que je peux dire un mot sur la... Il y a deux aspects à souligner. Staline, c'est un type qui n'a pratiquement jamais voyagé à l'étranger. Pour faire son bouquin sur les nationalités, il est allé à Vienne, bon, mais il ne connaissait pas l'allemand, donc il dépendait de traduction. Hein. C'est quelqu'un qui n'a aucune expérience de l'étranger. Bon, Lénine, bien sûr, oui, non, et Trotsky encore plus. Bon, Trotsky, bon, un détail pittoresque, mais il y a des photos de Trotsky faisant de la figuration dans des films de Charlot. Donc aux États-Unis. Ben oui, bon. Donc eux connaissaient un monde qui était étranger absolument. Bon. Ce qui ne veut pas dire, il faut faire attention, ce qui ne veut pas dire qu'il n'avait pas les éléments de réflexion. Bon. Au contraire, on peut même dire qu'il les a confisqués, parce que quand on parle par exemple de l'analyse des rapports sociaux en Union soviétique, bon, il y a eu des travaux sur la planification, ça oui. Bon. Il y a eu des travaux aussi, bien sûr, sur la loi de la valeur. Bon. Ah oui, oui. Bon. Alors, parce que vous savez, on y reviendra peut-être si... en principe, la loi de la valeur était censée disparaître sous le socialisme. Bon. Et en 1941, voilà qu'il y a un article dans la Pravda qui n'est pas signé, mais qui dit « Ah, mais si la loi de la valeur existe en Union soviétique. Bon. » Un article de la Pravda qui n'était pas signé, généralement, ça venait de très haut. Ah. Bon. Sinon de lui, du moins d'un de ses plus proches. Bon. Et si vous prenez ensuite, par exemple, les problèmes économiques du socialisme, 1950, vous voyez que Staline dit la loi de la valeur existe en Union soviétique. Ce qui semble prouver que l'article de 41 était... Donc, vous voyez bien que, or, je viens de parler de ce bouquin-là, des problèmes économiques du socialisme. Mais citez-moi un autre
à l'intérieur de l'Union soviétique, et même d'ailleurs, si j'étais méchant, je dirais, des partis communistes qui traitent des rapports sociaux en Union soviétique en dehors de celui-là. Bon, bah, vous aurez du mal à en trouver beaucoup. Alors, ceux que vous trouverez, c'est ceux des dissidents, des adversaires, etc. Trotsky, bien sûr, puis d'autres, bon, ça oui. Mais officiel. Alors, il faut pas croire du tout, à mon avis, que Staline était quelqu'un sans réflexion, justement. Je crois au contraire, bon, les questions du léninisme, puis tous ces bouquins-là, ça prouve qu'en fait, il tenait assez bien, avec des sbires autour de lui, bon, mais il tenait assez bien la réflexion à la tête du parti. Bon. C'est pas lui, on le sait, qui a écrit la fameuse matérialisme. Bon, ça, on sait qu'il y a un sous-fifre qui a écrit, mais de toute façon, ça reflète très clairement ses options. Bon. Et jusqu'à ces tics de langage. Bon, pour en citer qu'un, à chaque fois que vous voyez dans un texte de Staline, vous voyez « c'est clair, je pense ». C'est clair. Bon, ça vient de qui? C'est lui. C'est de lui. C'est de lui. C'est le tic même de Staline, et vous voyez bien ce que ça veut dire. Si vous ne trouvez pas que c'est clair, ben, les gars, vous êtes mal partis. Hein. Bon, José. Et puis après, Ouais, je m'excuse. Non, pas du tout. C'est 7h30. Pour la petite histoire, hein, à Nice, on a une plaque indiquant le passage de Lénine. Oui. Il n'y en a pas à propos du passage de Trotsky, qui pourtant est aussi venu séjourner à Nice, comme Nietzsche et plein d'autres. Oui. Quand tu baladais les responsables des différents partis et les dignitaires, il y avait une visite obligatoire au cimetière du château. C'est Louis qui m'a raconté ça. Lui, il l'a fait aussi. Et au cimetière du château, on a la tombe d'un révolutionnaire pré-léniniste qui est Herzl. En russe, c'est Garson. Et il est venu s'installer ici, alors que au cours d'un voyage, sa femme, je crois sa fille, sont décédées dans un naufrage. Et après, il est revenu s'installer ici et se faire enterrer au château en voyant cette mère qui lui avait pris, etc. Quand Louis me racontait ce genre de choses, il me disait, si tu savais comme ça les emmerder, quand j'essayais de leur expliquer ce que ce pré-révolutionnaire avait écrit, oui, bon, ben voilà. Je crois qu'un des problèmes, ça a été ça aussi. C'est-à-dire que la culture n'a pas été à la hauteur de la révolution culturelle qui était nécessaire quand on sort de cet état-là. J'en dirai pas plus, mais je pense beaucoup à ça. Deuxième chose, je reviens par rapport au Parti français. Le reste, j'ai beaucoup à apprendre. Mais le Parti français, il y a des trucs qui me frappent. Alors, mon âge fait que j'ai participé à plein de manifs pour la paix en Algérie. Et je ne peux pas dire que la paix en Algérie, ça a été un mot d'ordre qui était facilement accepté par la société française. Mais à l'intérieur du parti, l'idée même de paix en Algérie et ce qui était proposé au tout début, c'est-à-dire une départementalisation, enfin, etc., dans le cadre de notre grande République, c'était pas trop accepté non plus. Et on a eu quantité de dissidences. Tu citais Alger Républicain. Alger Républicain, c'était un journal, mais fondé par des gens qui étaient au Parti communiste algérien. Il y a eu quantité, et je crois qu'il faut l'avoir en tête, il y a eu quantité de jeunes qui ont été, y compris avec des responsabilités à l'intérieur du PC, du parti ou de l'AJC, qui ont été en désaccord complet avec la politique. Là encore, je prendrai quelques anciens témoins. On les a envoyés là-bas et ils avaient l'impression de partir au casse-pipe. Et, comme me l'a raconté un,
l'impression de partir tirer sur les camarades. Et ça, je crois que dans la société française, cette espèce de dissidence par rapport à la société française que représentaient ces communistes et que représentait y compris la position du Parti communiste français, ça explique peut-être cette volonté de ne pas se couper sur tous les points de ceux qui pouvaient aider. Je crois que ça correspond beaucoup à certaines choses. Alors ça, il faudra qu'on y revienne, mais je crois que ça explique beaucoup de choses, ce contexte-là. Alors, je clôt, pas d'opposition, je clôt ce débat qui montre une fois de plus, on l'a vu le 5 janvier déjà, que ça discutait ferme, mais là aussi on voit qu'il y a un besoin de discussion extrêmement fort. Je suis obligé de le stopper, mais bon, peut-être il faudra réfléchir à des espaces plus libres, peut-être dans le cours du cycle Staline, on ne sait pas, on verra, essayer d'aménager des espaces de discussion pour satisfaire ce besoin. Donc la deuxième conférence aujourd'hui, elle est intitulée « Considérations préliminaires ». C'est un titre qui masque une accumulation de petites questions que je voulais évoquer avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet le 5 mars. Donc toute une série de petites questions et auxquelles je propose des réponses, mais toujours pareil, ce sont des réponses à l'emporte-pièce, des réponses très rapides, évidemment. Chacune des questions que j'aborde là mériterait à elle seule une conférence, c'est bien clair. Alors première chose, je l'évoquais à l'occasion d'une prise de parole de Jean, les archives s'ouvrent progressivement et la connaissance sur ce sujet, elle augmente d'année en année. Et donc on peut avoir accès chaque année à de nouvelles archives et ces archives leur poser de nouvelles questions à chaque fois. Ça, c'est important. Donc, ce sujet n'est pas figé, il est en évolution permanente, et ça, c'est important à savoir. Et donc, il y a des questions auxquelles nous apportons telle ou telle réponse aujourd'hui. Nous ne savons pas si, dans 5 ans ou 10 ans, à la lumière d'autres archives encore, nous apporterons les mêmes réponses. Première question, c'est quoi, parce qu'on est en train de vouloir se lancer dans un bilan, une critique et tutti quanti. On l'a d'ailleurs évoqué tout à l'heure. C'est quoi le communisme? Dit tonton, pourquoi tu tousses? Bien. C'est quoi le communisme? Bon, je vais partir d'une définition particulièrement brève, mais cette définition, toute brève qu'elle soit, elle permet déjà de dire des choses. Le communisme, c'est l'appropriation des moyens de production par les producteurs directs, le dépérissement de l'État et le libre développement de chaque individu. C'est rapide, hein? Bien. Surtout si on le rapporte au centimètre, au mètre de rayonnage de bibliothèque sur le sujet. Mais ça permet ou au kilomètre. Mais ça permet déjà de dire des choses. Par exemple, en très grande part, l'URSS et les pays à régime comparable contrevenaient de façon flagrante à ces critères, ce qui affectait aussi les partis de la Troisième Internationale. Donc les partis communistes, hein, cela va de soi. Donc, la première question que je vais évoquer très rapidement, c'est celle-ci. Pour une part non négligeable, le communisme, entre guillemets, je le mets entre guillemets, était une terminologie de fausse monnaie. Parlons
des pays communistes, l'URSS. Bien. Parlons des pays qui orbitaient autour d'elle. L'Europe de l'Est, pour le dire vite. Bien. Ces pays, c'est vrai, ils étaient dirigés par des partis qui se déclaraient communistes. Bien. Il y a une exception. L'Allemagne de l'Est. Le parti se déclarait socialiste. Socialistische Einheitspartei. Parti socialiste unifié. PSU, c'est un hasard pour le sigle français, SED pour le sigle allemand. Sigle allemand. Bien. Donc il y a une exception déjà. Aucun de ces pays, de toute façon, ne présentait les critères, ne satisfaisait aux critères de la visée communiste. Dans aucun de ces pays, on ne pouvait observer les critères des critères de la visée communiste. Et pourtant, en dépit de cela, ils ont tous été qualifiés dans un bel ensemble par le système politico-médiatique de pays communistes, par la totalité des médias. Donc, si cela s'est passé ainsi, question qu'il faut, ça c'est un constat, si cela s'est passé ainsi, ce n'est pas pour des raisons scientifiques, c'est pour des raisons idéologiques. Vous vous rendez compte, la belle opération. On a qualifié de communistes à la fois des pays plus ou moins modelés sur le modèle de la visée communiste. Les partis, mais aussi les partis de la Troisième Internationale, les différents partis communistes. Et en plus, par-dessus le marché, pour faire bon poids, la visée communiste elle-même. Tout ça a été englobé dans un même champ lexical, le communisme. Moi, je trouve que, je dis bravo, les médias, beaucoup de filets. Beaucoup de filets. C'est un formidable tour de passe-passe politicien qui s'opère ainsi à bas bruit. Donner les aspects les plus sombres de ces régimes pour résultat naturel de l'action des partis se réclamant de la visée marxienne et donc de cette visée même. Appelons ça des fautes de pensée, en réalité. Des fautes de pensée, mais qui vont avoir des conséquences gravissimes en englobant sous le même qualificatif de communisme des pays aussi différents que ceux que j'ai cités, l'URSS, les pays de l'Est, mais on peut même y ajouter un pays comme le Cambodge, de Pol Pot à l'époque. Eh bien, vont se trouver ainsi confondus sous le même lexique, sous le même terme, des pays qui sont fondés malgré tout sur la recherche du plus haut développement des forces productives industrielles modernes. C'est le cas de l'URSS. Après, on peut gloser, bien sûr, mais c'est quand même incontestablement, tout au long de son existence, un slogan, un but qu'elle se fixe, et en particulier sous l'égide de Staline, mais on y met aussi le communisme agraire. Alors là, c'est autre chose, c'est complètement différent, le communisme agraire du Cambodge. Donc, toutes ces différences, tous ces contrastes vont être totalement négligés quand on va les englober sous le terme unique de communisme, et on va laisser complètement tomber la question des conditions draconiennes de possibilité historique du passage au communisme d'une formation sociale. Ça, c'est complètement laissé de côté. Parmi ces conditions, le développement universel des moyens de production que seul rend possible le plein essor de l'art industriel et son corollaire, le développement universel des individus.
condition inéconomisable, dont une conséquence est que le développement du communisme ne peut jamais partir de la campagne. Et de fait, le communisme n'a pas marché. On verra plus tard, pas aujourd'hui, mais plus tard, les errements dramatiques de l'aventure soviétique et son avortement final, ça c'est pour une autre fois. Et évidemment, bien sûr, le jugement il est tombé de la part du système politico-médiatique. Le communisme, avec un L et un E majuscule, le communisme a été essayé et il a échoué. Au-delà de cela, la thèse défendue par Sèvres est la suivante. Les errements dramatiques et l'échec final de l'aventure soviétique sont l'effet prévisible d'une prématurée historique foncière de l'entreprise engagée dans la Russie au siècle dernier, n'avalant pas, mais au contraire, confirmant l'analyse marxienne et conséquence de la fabuleuse nouveauté, ne faisons pas du passage du communisme une définitive impossibilité, mais au contraire, une possibilité de plus en plus ouverte à mesure qu'en mûrissent les conditions, toute la question d'aujourd'hui étant alors de bien évaluer le degré atteint par leur maturation. Là, il faut bien voir le poids de cette dernière, de ce dernier membre de phrase, puisque là, on ouvre un champ de questionnement et de débat quasiment abyssal, à savoir l'évaluation de la maturation des conditions. Il a donné lieu à bien des débats au sein de la gauche et du Parti communiste au fil des décennies. La maturation, les conditions sont-elles mûres? Les histoires du communisme aujourd'hui existantes sont alors comparables à ce qu'aurait été en 1900 une histoire de l'aviation, concluant des tentatives non probantes d'un Clément Ader ou d'un Santos Dumont à l'échec final du plus lourd que l'air, au lieu d'examiner de près les conditions non respectées qui rendaient compte de l'insuccès, dessinant par là même la voie de la réussite possible. Je passe maintenant à un questionnement sur l'année 1917. Vous aurez le texte, je vais vous le résumer. Vous avez peut-être senti que nous sommes entrés insensiblement dans une phase de résumé. Je ne suis plus exactement mon texte pour rattraper un peu. 1917. Une révolution. Oui, oui. Oui, oui. Vas-y. Tu es d'accord? Mais donc il y a une révolution possible pour un communisme impossible. Et 1917, c'est une année qui se caractérise par quoi? Par la révolution, c'est une affaire entendue. C'est pas là-dessus que je veux insister, pas du tout. Le point sur lequel je veux mettre l'accent, il est le suivant. C'est la réflexion ininterrompue de Lénine depuis avril, depuis la révolution de février, jusqu'à la révolution d'octobre, la réflexion ininterrompue et les hésitations de Lénine sur la question révolution pacifique ou révolution armée. Je vous le résume très vite, vous aurez un tout petit peu plus de détails dans le texte. Lénine a une préférence établie, c'est la révolution pacifique. Mais il renonce régulièrement à cette option parce qu'à plusieurs reprises, il est confronté à une situation qui l'incite à revenir à l'option armée. Bon, à chaque fois qu'il peut revenir à l'option pacifique, il le fait. En gros, on va dire qu'à partir du moment où les soviets acquièrent un impact dans la société russe avant la révolution d'octobre,
à partir du moment où ils acquièrent un impact important, où ils sont majoritaires dans les soviets, etc., eh bien, Lénine se positionne pour une révolution pacifique. Et il pense, il le fait d'autant plus qu'il pense qu'il n'y a pas en Russie, dans les semaines qui précèdent la révolution, qu'il n'y a pas de force sociale qui soit capable de s'opposer à la révolution qu'il prépare, qu'il appelle de ses voeux. Il pense qu'il n'y a pas de force sociale. Donc, en dernier lieu, il y aura, de la part de Lénine, une prise de position pour la révolution pacifique. Et de fait, je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure, peut-être Jean-Pierre ou Mireille, et de fait, la révolution d'octobre, elle va être globalement, quelqu'un a parlé de révolution de palais, ça doit être toi, globalement, ça va être une révolution tranquille. Je passe sur l'année 1917. Je crois que c'est une question qu'il faut garder en tête. Pourquoi? Parce qu'elle nous montre que dès lors que Lénine que son parti, que les soviets sont acquis à la majorité, aux bolcheviks, eh bien, Lénine considère cela comme une condition permettant la révolution pacifique, la modalité pacifique de la révolution. Ça doit nous faire penser aux réflexions de Gramsci dans les cahiers de prison qui vont dans le même sens, c'est-à-dire la révolution pacifique, oui, c'est bien de la vouloir, mais encore faut-il exercer dans la société, avoir un impact dans la société fort, très fort, pour emmener derrière soi l'ensemble du corps social. Tout au moins, les parties du corps social qui ont une importance stratégique. Donc c'est ça l'enjeu de l'année 1917. Option pacifique ou option armée, et la majorité acquise par les bolcheviks dans les soviets fait définitivement pencher Lénine vers l'option armée. Je ne parle pas là, si jamais ça vous en aviez l'idée, terreur blanche, terreur rouge, c'est pour après. Hein, on n'en est pas là. Là, je parle de l'année 1917, de février à la révolution d'octobre. Après, évidemment, tout change. Hein, après, tout change, les conditions basculent. Tu voulais dire quelque chose, j'ai l'impression. Oui, mais bon, je ne sais pas si... la révolution pacifique, elle est possible, si j'ose dire, en gros jusqu'au 17 juillet. Parce que à ce moment-là, il y a une répression sanglante d'une manifestation qui se voulait pacifique, et en gros, les bolcheviks sont interdits. Ce qui, évidemment, bon, il ne faut pas oublier que quand ils rentrent ensuite, il est clandestin. Tout simplement. Ils s'attendent même à se faire boucler en arrivant à la gare de Finlande. Bon, donc le premier aspect, c'est que la révolution armée, c'est pas un choix bolchevique. Bon, c'est la réponse à une situation de clandestinité et de mise en la loi et de répression. Bon. Et ensuite, il faut voir la suite, si j'ose dire, ce que ça va impliquer. La grande critique qu'on va faire tout au long de la révolution russe, après, en particulier Kautsky, les dirigeants de la deuxième internationale, c'est de dire c'est du blanquisme, et donc de la minorité agissante. Bon. Et à chaque fois, Lénine dira c'est pas vrai. Bon. On bénéficie d'un crédit populaire qu'aucun gouvernement n'a jamais eu. Ce qui en un sens est vrai, hein, parce que dans les conditions de guerre civile, etc.,
ils ont effectivement bénéficié finalement d'un soutien sur lequel ils auraient été éliminés en quelque temps. Bon, pour vous donner là encore un truc un peu marrant, il ne faut pas oublier qu'au moment où le régime bolchevique dépasse la durée de la Commune de Paris, Oui. hein, Lénine et Trotsky se mettent à danser sur la place rouge. Ouais. Bon, hein, parce qu'ils s'attendaient à... Les 2 mois et demi. Oui, et ils s'attendaient à pas forcément aller beaucoup plus loin. Ouais. Et alors, le deuxième aspect que tu soulignais, la fameuse histoire de l'hégémonie, évidemment en Russie, ça se pose avec les paysans. Ouais. C'est ça la force essentielle, qui distingue, si tu veux, de ce qui se passera après, dans d'autres pays. Bon, dans d'autres pays. Et là, effectivement, c'est le fameux décret sur la terre qui règle l'histoire. La paix et la terre. Ben oui, Oui, c'est la paix et la terre. la terre et le pain. Et le pain. Bon, alors le pain, ça, c'était plus dur parce que bon. Mais la paix et la terre. Alors la paix et la terre. La paix, ça a posé beaucoup de questions. Il a fallu encore attendre pour la signer. Mais le décret sur la terre, il est immédiat. Et c'est pas un décret socialiste. Il ne faut jamais l'oublier, Lénine l'a dit. Hein. En quelque sorte, l'État devient une sorte de propriétaire éminent de la terre, si on peut dire, mais c'est les paysans qui l'exploitent. Qui en ont l'usage. Hein, qui en ont l'usage. Bon. Donc il faut voir, si vous voulez, en même temps que c'est une révolution qui ne peut pas partir de conditions économiques et qui part d'une alliance politique pour créer les conditions économiques qui n'existent évidemment pas, bien qu'il y ait des débuts d'industrialisation particuliers. Très localisés. Oui, mais enfin il y en a. Bon, oui, il y en a. Très concentrés. Il y en a très concentrés. Oui, c'est l'alliance ouvrier-paysan. Hein. Bah oui. Ouvrier-paysan, ça c'est fondamental. Et c'est celle que rompt Staline par rapport à la terre et à la collectivisation. Bah, on va. Donc, la question de Staline et du stalinisme. Staline et stalinisme. 3 questions au moins peuvent être posées. La première, les catastrophes sociales et humaines des temps staliniens ont-elles été, pour une part, au moins la suite naturelle, voire fatale, de la révolution léninienne ou non? Deuxièmement, qu'est-il arrivé à l'humanité de 1917 à 1991? Troisièmement, quel sens ou non-sens y a-t-il encore à vouloir transformer le monde et à changer la vie de façon radicalement émancipatrice, suivant la visée communiste marxienne? Voilà. Donc vous voyez l'ampleur phénoménale de ces questions. Qu'est-il arrivé à l'humanité de 1917 à 1991? C'est un truc de fou. Bon, mais les 2 autres questions, c'est la même chose. Pour répondre à ces questions, il faut tirer au clair cette autre question. La visée communiste, telle qu'entendue par Sèvres, peut-elle être dissociée en pensée et en acte de l'ensemble effroyable de faits recouverts par le stalinisme? Voilà. Est-ce qu'on peut distinguer les 2? Staline était-il en partie au moins dans Lénine? Lénine était-il gros de Staline, si vous voulez? Et même Marx aussi. Marx était-il gros de Lénine? Oui, on a envie de dire oui. Et de Staline aussi. Est-il fondé dès lors que 80% des Français, ça c'est aujourd'hui, c'est l'inverse de ce qui a été dit tout à l'heure, les 75% d'après-guerre, est-il fondé qu'aujourd'hui, 80% des Français jugent négativement le mot communisme et le mot stalinisme, etc., etc. Donc, la question de la personnalité de Staline, elle est posée. Moi, je vais la survoler, mais j'indique qu'il y a un très bon livre de Moshe Lewin, Le siècle soviétique,
le siècle soviétique que je vous ai présenté le 5 janvier, que je vous recommande. Le premier chapitre, c'est pas la personnalité de Staline, mais c'est la psyché, voilà, la psyché de Staline, et qui essaie de trouver des réponses à toutes ces questions à partir de son action, de ses déclarations, etc. Et sans tomber, c'est pas du tout le projet de Moshe Lewin, sans tomber dans de la psychologisation à tout craint. Donc le siècle soviétique. Quand on regarde les biographies qui ont été publiées sur Staline, on peut en citer 3 principalement: Dimitri Volkogonov, Robert Conquest et Jean-Jacques Marie. Voilà 3 grandes bibliographies. Tous décrivant la froide détermination aggravée de stupéfiante indifférence avec laquelle cet homme aura de manière directe ou indirecte répression sociale, aberration économique, procès politique, impératif militaire, conduit à la mort pareille quantité d'êtres humains à chiffrer en millions. Volkogonov et Conquest parlent de despotisme sanglant, de soif dévorante de pouvoir, du pouvoir comme but, moyen et valeur suprême chez Staline, d'insensibilité totale à la souffrance des autres, de cynisme rusé. Alors, là, on est dans des qualifications, pour le coup, très psychologisantes. On ne trouve pas ce genre de qualificatif sous la plume de Moshe Lewin. Il essaie plutôt de reconstituer des processus psychologiques, des processus mentaux, etc. Ou historiques. Ou historiques, mais il essaie de s'appuyer sur l'action de Staline. Oui, parce que c'est comme pour toute l'histoire. Hein. Si on dit que la Deuxième Guerre mondiale, c'est parce que Hitler était fou, on est un peu à côté de la plaque. C'est trop court. Hein. C'est trop court. Et même... et puis Staline, pareil. Souvenez-vous de ce qui a pu être dit pour la Révolution française. Comme aujourd'hui pour Netanyahou. Mais oui, ben voilà, de ce qui a pu, ou bien même pour Macron. Pour Macron, tout simplement. Pour Macron. Souvenez-vous de ce qui a pu être dit pour la Révolution française, où combien de fois n'avons-nous pas entendu l'histoire de Louis XVI qui tire l'hypothèse ces horloges là, ces serrures, ou de Marie-Antoinette qui et on a voulu nous faire croire qu'une part de la Révolution résidait dans ce genre de choses. Donc ça, évidemment, c'est quand même un peu ridicule. Mais l'autre aspect sur lequel je voudrais insister, mais pour résumer, c'est le suivant, c'est que les personnes qui insistent sur tous ces aspects psychologiques à la mormoneux, elles ne se rendent pas compte qu'elles se tirent une balle dans le pied. Elles ne se rendent pas compte qu'elles se tirent une balle dans le pied. Parce que si le stalinisme est dû à ces aspects négatifs, mortifères, etc., de Staline, eh bien ça veut dire que ce n'est pas le communisme qui est en cause. C'est les déviations ou les perversités d'un individu. Comme la Hitler. guerre de... Effectivement, il y a l'approche, on va dire, psychologique, voire psychiatrique individuelle. Je crois qu'il y a certains analystes, y compris quelquefois plutôt de gauche, qui ont placé le stalinisme dans le cadre d'une psychologie collective de longue durée. Oui. Notamment à travers des théories du type le despotisme asiatique ou eurasiatique, qui ferait que du fait de l'histoire longue, à la fois des dirigeants et des populations, il y aurait une habitude d'une direction très autoritaire, avec
un leader charismatique, presque sacré. Alors ça, oui, là tu le cites pour l'URSS, enfin la Russie ou l'URSS, comme on dit, et on peut le dire aussi pour la Chine. Donc il y a un auteur, Quint Delaunay, Q-U-Y-N-H, ça c'est le prénom, Delaunay, D-E-L-A-U-N-A-Y, qui a publié en 2014 un ouvrage qui s'intitule « La naissance de la Chine moderne » et que je suis en train de lire pour des conférences à venir, que je vais vous infliger sans doute en septembre. Et il dit ça, elle dit ça, c'est une femme, elle dit ça que, oui, après la commune primitive, la Chine a bifurqué vers le mode de production asiatique et on peut aussi attribuer ça à la Russie. Et bon, elle dit que ça explique ce que tu disais, le rapport à l'État, à l'autorité de ces peuples-là. Elle parle de la Chine, mais ça s'applique aussi à la Russie. C'est quoi le mode de production asiatique? Alors, le mode de production asiatique, on l'a aussi appelé quelquefois le mode de production tributaire, c'est-à-dire c'est une organisation en communauté, en groupe, et le pouvoir central prélève un tribut à cette communauté, à ce groupe, qui est défini selon des modalités diverses et variées selon la Russie ou la Chine. Alors là, il y a des ouvrages là-dessus, hein, le mode de production asiatique. Je ne les présente pas, c'est pas notre sujet, mais il y a une littérature ancienne qui prélève un tribut. Mais ça s'accompagne d'une pratique du pouvoir autoritaire. Il y a aussi un point, c'est que le plus grand empire de l'histoire, ça a été l'empire mongol, quoi, qui était très atypique par rapport aux autres empires qu'ont connu l'Europe occidentale ou d'autres, et qui avait une envergure qui s'étendait sur une partie de l'Europe, une très grande partie de l'Asie. C'était immense, quoi. Voilà. Et c'était un mode à la fois très déconcentré, très multiculturel, multireligieux, enfin voilà, multilinguistique. Pour conclure là-dessus, en fait, si on envisage l'histoire humaine de très haut, à 15 000 mètres d'altitude, eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que la sortie de la commune primitive, elle se fait vers moins 3000, moins 4000, moins 5000. Ça s'étage, hein. C'est pas une date, ce sont des millénaires. Et à ce moment-là, au moment de la sortie de la commune primitive, il y a une énorme bifurcation civilisationnelle. Vous avez les peuples, les groupes humains qui vont bifurquer vers ce qui va être la Grèce, le siècle de Périclès typiquement, le 5e siècle avant Jésus-Christ, et qui va donner au fil des millénaires des nations qui vont adhérer à des idéologies qui mettent en avant l'individu, hein, tout ça au fil des siècles et des millénaires. Et puis, de l'autre côté, autre branche de la bifurcation, eh bien, tous les groupes qui vont bifurquer vers le mode de production asiatique. Donc, Chine, l'Empire mongol, enfin, Chine, Russie, Inde, etc. Cambodge. Ah ben, Cambodge, tout le bloc asiatique, tout le bloc asiatique.
Alors, il y a quand même la personnalité, la psychologie de Staline, comme tous les dictateurs, il ne faut pas le sous-estimer. Mais il y a aussi une réalité historique de la Russie. Je ne parle pas des autres États, fédérations ou autres. Il y a toujours eu dans l'histoire, depuis des siècles, le besoin d'un père du peuple. C'était le tsar. Ils ont toujours eu ce besoin. Et aujourd'hui, je prends peut-être un raccourci, par rapport à Poutine, il y a la fierté des Russes. Bon, moi j'en ai chez moi qui logent, enfin, qui sont domiciliés chez moi, mais même s'ils ne sont pas d'accord avec Poutine, il y a aussi l'esprit nationaliste. Donc qu'il faut revoir. Et je ferai un parallèle avec ce qu'on vit aujourd'hui avec Trump. Regardez, il y a tout un processus. Bon, il y a les super riches qui sont très heureux de Trump, etc. Mais on voit qu'il y a cette personnalité qui fait n'importe quoi, qui dit n'importe quoi, qui remet en cause, etc. Mais il est prêt à tout. Je veux dire, il y a la personnalité qui joue quand même la psychologie, et il y a un rapport de force quand même, parce qu'il a du soutien. En fin de compte, il paraît que toutes les déclarations que fait Trump, c'est pour faire plaisir à ses électeurs, etc. Mais pour la Russie, de ce qu'on connaît je veux dire, dans l'histoire et tout, il y a une particularité. Par exemple, il y a un ouvrage qui date du XVIe siècle, pour vous dire un peu l'esprit. On a été surpris quand il y avait l'Union soviétique, pour aller d'une ville à une autre, il fallait un visa, ou d'une république à une autre. Et il y a un voyageur français, je ne me rappelle pas le nom, qui dit, c'est bizarre, il voyage en Russie du XVIe siècle, et dit chaque fois, il faut que je demande un visa pour passer d'une ville à une autre. Et ce qui était différent de ce qui se passait dans les autres pays du bloc de l'Est, mais la Russie, il y a eu, je crois qu'il ne faut pas oublier, tout l'aspect historique. Et même si on voit aujourd'hui l'attitude des Lettons, enfin des pays baltes, de l'Ukraine, on voit aussi historiquement comment je veux dire, l'esprit qu'il y avait, parce que quand même les Ukrainiens qui faisaient partie de l'Union soviétique, beaucoup ils sont passés chez les nazis. Les Baltes, ils refusaient l'emprise de l'Union soviétique depuis tout le temps, comme les Polonais. Mais je crois que c'est des aspects historiques qu'il faut tenir compte, et qui, ce qui est surprenant, se transmet de génération en génération pendant des siècles. Et un autre exemple, on parlait de la Chine. Moi, quand mon fils est allé travailler en Chine, je ne sais pas comment ça s'appelle, la DST l'a contacté en lui disant, bon, faites attention, il allait travailler à l'ambassade, si vous rencontrez des dissidents chinois ou chinoises, faites très attention, ils sont peut-être contre les dirigeants, mais c'est la Chine avant tout, ils sont très nationalistes. Donc ça aussi, ça rentre dans le comportement, et de ces leaders fascistes dirigeants, ça joue aussi, parce que là, on voit par exemple, par rapport à Trump, ce qui devait se passer pour Staline, il se sentait quand même soutenu, quand même par une grande partie, parce qu'il faisait honneur à la grande Russie, ça a toujours été l'image, comme aujourd'hui, Poutine aussi, hein, on le voit. Mais souvenez-vous, on l'a dit le mois dernier, au plus fort de ces exactions, Staline a une très bonne image en Russie. Hein. Il est soutenu. Il est soutenu. Il est soutenu. Ça nous paraît étonnant, mais au plus fort de ces exactions, il est soutenu. Oui, mais ce qu'ils avaient vécu sous le tsarisme, c'était pas rien. Hein. Oui, pourquoi c'était surprenant, hein? Parce que si on a le censure, on contrôle le moyen de communication, c'est vrai pour les tsars. Oui, mais peut-être il y avait des censures, et c'est vrai pour beaucoup de ces régimes-là. Hein. Peut-être que tout en trucidant des milliers et des milliers de gens, il avait aussi à côté de ça une action qui flattait l'esprit national russe, qui flattait le désir d'unité. Alors en particulier, je suppose que si on prend toutes les années où on sent la guerre arriver, 36, 37, 38, 39,
Je suppose que toutes ces années-là, Staline était attendu sur des politiques, des gestes qui renforçaient, par exemple, le développement économique. Toute la décennie 1930, c'est une décennie du feu de Dieu pour l'URSS, qui, elle atteint des résultats économiques extraordinaires. Et d'ailleurs, l'Occident a peur. Quand il voit les résultats économiques de l'URSS toute la décennie 1930, alors que le capitalisme, lui, de son côté, il n'arrive pas à rebondir après la crise de 29. Il n'arrive pas à rebondir. Et pendant toute la décennie 1930, l'URSS, vole de record en record, du point de vue de la production. Donc on peut imaginer... l'éducation du peuple, comment ça se passait, ça, par contre? Il y a eu une alphabétisation extraordinaire. Extraordinaire. Là. Et que l'arrivée du chemin de fer, enfin, vous Oui, ce que ça veut dire dans Et le radio aussi. Hein. Des bleds complètement isolés où on voit arriver le chemin de fer. J'aimerais dire quelque chose par rapport à ce qu'on dit sur la psychologie, etc. Et c'est vrai, il cherche un maître, un sauveur, etc. Mais il y a quand même là quelque chose qui se répète continuellement partout, y compris dans les entreprises. Donc il y a un moment où effectivement il y a une demande. Hein, on est paumé, qui est-ce qui va nous tirer ça, hein, il a très bien écrit ça à propos de Hitler, il avait senti le truc venir. Hein. Donc, tout d'un coup, si vous prenez l'exemple de l'Allemagne, c'était catastrophique après la guerre, hein, le traité de Versailles, etc., des millions de dettes, etc., ils s'est servi de ça, et ils étaient emmerdés, etc., puis tout d'un coup, il y en a un qui se lève et qui dit c'est la faute à Versailles. Et avec, si vous connaissez un peu Munich et tout ça, on a les brasseries de Munich, il y a parfois un mec qui sort et qui tout d'un coup fait un grand numéro, etc. Donc il y a un moment donné où ils se prennent pour le maître. Moi j'ai été comédien et j'ai pu observer, j'ai fait des cours aussi, hein, j'ai pu observer des acteurs qui jouent César par exemple. Hein. Il y a une identification, ils ne le sont pas, mais il y a une identification. Et certains... c'était le cas de Sacha Guitry, entre autres, et tout d'un coup, il y était, dis donc. Pour un peu, putain, j'ai failli l'étrangler, dis donc. Alors qu'on fait semblant. Hein. Il y a tout d'un coup quelque chose, un investissement, je suis le maître. Hein. Ça, c'est ça. Bon. Maintenant, quand on voit, et moi je trouve ça dramatique aujourd'hui, quand vous regardez Poutine, entre parenthèses, il a été interviewé à cette émission à propos de Staline, et il a dit... bon, effectivement, ce qu'il en pensait, etc. Mais n'empêche, hein, il n'a pas dit n'empêche, hein, en tout cas, il a parlé de la Russie. Hein, et c'était quelqu'un d'important dans la Russie, et j'ai presque senti une espèce d'identification. Oui, c'est pour ça que tu dis lui, hein. Bon, alors, il y a ça, attends, je suis encore une chose. Et quand je vois aux États-Unis, alors moi ça me tue, parce que quand on voit les ingénieurs, le savoir, la connaissance, tous des intellectuels extraordinaires, ils sont out complètement. Hein, et ils ne sont pas là, etc. Et tout d'un coup... Hein, ils ne sont pas out, ils profitent. Oui. Ouais. Et alors ce qui se passe, c'est qu'on a vraiment affaire à des psychotiques. Vous savez ce que c'est qu'un psychotique au-delà des névroses? C'est un mec qui s'y croit complètement, il se prend le maître, il ne se pas tout permis, et je crois que l'ami Trump, lui c'est incroyable. Le deuxième discours qu'il a fait, il devait faire un discours soi-disant, hein, et il s'est raconté, il a raconté des trucs, et puis tout d'un coup, il n'a pas tenu le discours, mais il a parlé de lui. C'est quand même extraordinaire. Et quand on voit que quand on voit l'Israélien, hein, c'est quand même redoutable. Hein, et ça, il y a un moment donné où ils sont dans la toute-puissance et ils y croient. Et c'est dans ce sens qu'on dépasse la névrose. La névrose, c'est, on est tous plus ou moins névrosés, à commencer par moi. Mais le problème, c'est que tout d'un coup, ils sont complètement dans la toute-puissance. Et ça, c'est très dangereux. Et c'est la psychose. Rico, Hervé. Rico. Oui, là, bon, écoutez, je vous écoute depuis un moment. Là.
voulu intervenir à ce moment, j'ai laissé courir parce que ça ouvrait tellement de fenêtres. Et nous sommes allés très loin. Mais les maîtres, les pères de la nation, on en a beaucoup parlé en France. Papa de Gaulle, c'était un phénomène aussi. Mais imaginons en Afrique et dans les DOM, parce que vous parlez d'Ist. Moi, j'ai vécu la situation en tant que colonisé. Je connais aussi la situation en Afrique, j'ai vécu en Afrique. Et dans les DOM, mais c'était omniprésent. Ces personnages français, des militaires ou les présidents, ou même des ministres, c'était des dieux. Quand ces gars-là débarquaient dans les pays, outre-mer ou en Afrique, la première chose qu'ils disaient, je suis content de me retrouver en France. Et les gens venaient avec des petits drapeaux bleu, blanc, rouge, mais c'était des dieux. Et on avait peur de ces gens-là. Nos politiciens, nos élus, soi-disant, ils n'osaient pas dire un mot, au risque de se faire jeter en prison. Mais il y a eu des politiciens en Guadeloupe qu'on a jetés en prison parce qu'ils ont tapé du poing à l'Assemblée nationale. Il y a cette jeune personne, même de Gaulle l'avait déchu de sa nationalité. Il y a eu beaucoup de cas comme ça. Saint John Perse? Oui, oui. Il était ambassadeur en Indochine. Et de Gaulle lui a déchu de la nationalité. Ah oui. Et les élus, ils avaient peur de dire quoi que ce soit. Si on n'était pas du côté du pouvoir, ben, on faisait exploser un avion, ou alors on vous jette en prison carrément. Et ça, ici, on n'en parle pas. Oui. Vous n'êtes peut-être pas au courant, je ne sais pas. Mais c'était pas tant non plus de l'autre côté. Oui, oui, Alors les autres, ok, mais ici, on a peut-être pris des leçons de l'autre côté pour amener Mais chez nous. dans la fonction publique, suivant à un moment donné où est-ce qu'on parle, on ne dit pas tout. Parce qu'on s'auto-censure. Parce qu'il y a des moments où ça peut avoir ça a des conséquences sur nos carrières, ça a des conséquences... Moi, je sais que j'ai fait un an de... J'étais postière et j'ai réussi à rentrer à Sciences Po pendant un an, préparer des concours, machin. J'ai eu le malheur de dire... On m'avait tendu un petit rouge parce que la petite postière avec 2 enfants, qui élevait seule ses enfants, qui avait réussi Sciences Po, j'avais un tapis rouge incroyable. Et puis dans un devoir sur le Moyen-Orient, j'ai eu le malheur de dire, à propos du Moyen-Orient, d'Israël, les bourreaux, les victimes d'hier ne doivent pas être au cours du devoir, hein, pas ni en conclusion, ni dans une démonstration. Les victimes d'hier ne doivent pas être les bourreaux d'aujourd'hui. J'ai été convoquée par toutes les instances. C'est hallucinant, ça. Ouais, en 1991. C'est pas vrai. Et oui, bien sûr. Et oui. Il y a des choses qui se passent. Ouais. On n'est pas au courant du tout. Oui, oui, bien sûr. Et à ce moment-là, j'étais plus bonne à donner aux chiens. Oui, oui. Concernant la popularité de Staline en dépit de son autoritarisme et de sa dictature, il y a peut-être une piste d'explication, peut-être une simple hypothèse, c'est peut-être faux, c'est le côté populiste. Il a peut-être pu apparaître vis-à-vis d'une large partie des masses populaires comme une sorte de rempart par rapport à une éventuelle prise de pouvoir par une nouvelle aristocratie communiste, intellectuelle, mondialiste, cosmopolite, mondialiste entre guillemets, aux mœurs dénurées. Donc par rapport à la mentalité populaire, il est peut-être apparu comme une sorte d'obstacle à ce risque de prise de pouvoir par une sorte de nouvelle élite, aristocratie communiste, quoi, peut-être. Trotskiste? Par exemple, mais peut-être pas uniquement, quoi, des intellectuels, en plus, dans la tradition, on va dire, populaire russe, il y a aussi un antisémitisme structurel et systémique. Donc, parmi les dirigeants de la révolution soviétique, avec pas mal de juifs ou de gens d'origine juive, donc ça a pu apparaître aussi comme un obstacle à l'éventuelle prise de pouvoir par des gens qui étaient perçus comme pas des gens faisant réellement partie du vrai peuple, entre guillemets. Oui. Là, il a fallu quand même qu'il refaçonne la société soviétique d'après la Révolution. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'immédiatement après la Révolution, par exemple,
il y a une libération des mœurs, les gosses, les enfants illégitimes sont sur le même plan que les enfants légitimes, etc. L'avortement. Et l'avortement, etc. Et ça, il a fallu qu'il complètement, il refasse les choses à l'envers. L'avortement est interdit dans les années 30, je ne sais plus si c'était 36 ou 37. L'homosexualité est pénalisée à ce moment-là, alors qu'elle était dépénalisée, etc. Donc là, je ne sais pas si c'était une défense, c'était à mon avis plutôt remodeler complètement la société soviétique autour d'institutions qui étaient censées, en quelque sorte, servir de relais à l'État. La famille, etc. Bon, deux choses différentes. La première, dans les années, fin des années 70, j'étais en Bulgarie et je me déplaçais là-bas. Avec Jean-Pierre. Si vous voulez venir en Non. vacances, j'ai une maison là-bas. Je me déplaçais là-bas en bus. J'étais allé en avion, je me déplaçais en bus. Et à peu près librement. J'étais sidéré parce que dans plusieurs cars, à côté du conducteur, dans le, comment dire, le pare-soleil, non, là où il y a le pare-soleil, là où nous, habituellement, on met les papiers de la voiture, là, il y avait la photo de Staline. Je l'ai vue au moins 2 fois. C'était quand ça? En quelle année? Fin des années 70. 80. 78, quelque chose comme ça. Ouais. Ça faisait un paquet de temps que la Bulgarie était un pays indépendant, hein, parce que Dimitrov voulait en faire le rattacher, connaissez l'histoire, rattacher la Bulgarie à l'URSS, en faire une des républiques supplémentaires. Et c'est Staline qui lui a dit non, pas question, parce que ça nous fera 2 voix à l'ONU, au lieu d'une. C'est quand même effrayant. Alors ça, c'est eux qui me l'ont raconté. Mais moi, il me semble que ce portrait qui se baladait 20 ans et quelques après le congrès Khrouchtchev, ça veut dire quelque chose. Et pour moi, le quelque chose, c'est le décalage qu'il y a entre les structures qui sont mises en place et ce qui est la perception par les gens. Je veux dire que la Bulgarie, elle a fait comme l'Union soviétique à ce moment-là, un bond gigantesque après la guerre. Ils sont sortis du féodalisme aussi, et ils ont réussi à avoir... Alors, il y a des tas de choses que j'ai vues, notamment, ils ont fait des immeubles qui sont exactement les mêmes que ceux qu'on a chez nous. Ça me sort des yeux, ces trucs-là. Que ce soit les marinas pour les touristes ou les riches, que ce soit des HLM pour les travailleurs. Mais, bon, écoutez, ils ont choisi un modèle, c'est dommage. Ça me permet de passer au deuxième point que je voulais évoquer. Et je crois, ça m'a rappelé ce discours, ces discussions sur le mode de production asiatique, des tas de discussions enflammées à la fac de lettres dans les années qui ont précédé 68. Parce que Marx, il n'en parle pas tellement. Parce que Marx, c'est quelqu'un qui a étudié les sociétés issues, justement, comme tu le disais, du bassin méditerranéen, etc. Et c'est vrai qu'on a toute une série de structures de fond qui influent et qui rendent la conscience peut-être pas immédiate de ce que l'on est en train de faire. Et j'en tirerai comme conclusion, il y a des bouquins qu'il faut lire absolument. C'est Guerre et Paix. On comprendra peut-être bien, en voyant les débats entre Russes, les débats entre les grands Russes et ceux qui n'étaient pas les grands Russes, on comprendra peut-être un peu mieux ce qui se passe avec l'Ukraine aujourd'hui. D'ailleurs, quand tu nous as parlé des psychoses ou des névroses, etc., de présidents ou des acteurs, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à l'un de ceux-là, qui a été acteur ou comique, et qui joue un rôle délirant. Donc la conclusion que je voulais surtout en tirer, c'est que on a intérêt à se dire que la plupart du temps, les gens ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Le sens de
où on en est dans l'histoire. Et ça me semble important, y compris pour étudier quand on dit stalinisme ou des choses comme ça. Et le deuxième bouquin que je voulais citer, à propos de Hitler, c'est un bouquin qui a eu un Goncourt il y a quelques années, d'Éric Veuillard, dans lequel il raconte l'entrevue qu'il y a entre les magnats du Reich de l'époque et les sbires d'Hitler. J'ai oublié le titre, le rendez-vous peut-être, je ne sais plus, mais c'est un truc très court et c'est parlant, parce que ils sont tous là à imaginer qu'ils vont le manipuler. Et lui, il a ses rêves de grandeur, mais eux, ce qu'ils savent, c'est on est en crise, on a un risque en face. On a des gens qui sont le couteau entre les dents, parce qu'ils y croient, eux. Et on risque une révolution chez nous. Et chez eux, il n'y avait peut-être pas exactement les mêmes conditions que dans la Russie de 17, en 1933. Et peut-être que, parce que le Parti communiste allemand, il était relativement fort à cette époque-là. Et c'est pas pour rien que Hitler, il s'est attaqué dessus, et il les a décapités à la hache. Il n'a même pas utilisé l'ordre du jour. Tu as raison. À lire absolument. Alors, absolument. Alors, il y a une petite exception, là. C'est la Yougoslavie, Tito. Oui. Moi, je n'ai pas trop vu des portraits de Staline, pourtant, moi, je connais la Bulgarie depuis 1973. Mais en Yougoslavie, sur les camions, sur les bus et tout, il y avait le portrait de Tito. Que ce soit en Croatie, pas en Slovénie, parce qu'ils étaient très proches des Autrichiens, etc. La preuve, c'est le premier pays qui est sorti de la Yougoslavie. Mais de partout. Parce que Tito, il dirigeait, d'abord il a résisté à Staline, hein, c'était pas facile, mais il y avait toutes les différentes républiques, et même la langue et l'écriture étaient différentes, c'est des petits États, hein, il fallait voir la fédération yougoslave, ils soutenaient Tito, c'était surprenant. Hein, lui-même, je crois, il était croate, il était marié avec une Serbe, je ne sais plus, ou le contraire, mais là, il y avait un modèle d'un homme qui aurait pu être un dictateur, et il a mené le pays comme il a pu, et il y a eu des expériences d'autogestion qui n'ont pas marché, mais je veux dire, on n'en parle pas, mais il y a eu quelque chose. Et de voir comment il était aimé par le peuple, et quand ça s'est éclaté, moi j'y allais en voiture, après j'y allais plus parce que nous, les Américains, on a bombardé les ponts, les autoroutes et tout, mais c'était surprenant comment, que ce soit, quels que soient les Croates, les Serbes, les Macédoniens, tout ça, aimaient Tito. Hein, et en plus, après Tito, il y avait une collégiale. Chaque État était la présidence tournante. Voilà. Et là, on a vu que c'est quand même les Occidentaux qui ont mis le paquet pour éclater ce pays. Quoi. Je vais terminer. Je zappe une bonne partie de la conf. Je vous incite de nouveau à consulter le fichier quand vous l'aurez. Je termine sur une des plus célèbres condamnations du communisme pour la France, j'entends, c'est celle de François Furet. François Furet. En 1995, il publie un livre qui s'intitule « Le passé d'une illusion », sous-titre « Le passé d'une illusion », sous-titre « Essai sur l'idée communiste au XXe siècle ». Pour François Furet, Oui, c'est un sale bonhomme. Pardon ? C'est un sale bonhomme, lui. Oui, enfin, c'est un historien. Alors, c'est un historien qui a eu son heure de gloire justement dans les années 80-90 et qui a ensuite, c'est un cas d'école d'ailleurs, parce que il a réussi pendant 2 ou 3 décennies à avoir une influence, je l'ai dit le 5 janvier, à avoir une influence sur les programmes d'histoire des lycées. Ah ouais, tu me dis. Puisque en 1995 est publié, à son instigation, un décret qui établit
une identification, un signe égal entre le nazisme, le fascisme italien et le communisme. Période stalinienne seulement. Période stalinienne, 95. Et souvenez-vous, ça aussi je l'ai dit le 5 janvier, en 2011, ce signe égal, il est modifié. On fait un signe égal entre le nazisme, pas de changement, le fascisme italien, pas de changement, mais le troisième membre de l'égalité, c'est l'ensemble de la période socialiste-communiste, comme vous voudrez, de 1917 à 1991. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas de 1924 par convention, mais c'est un tout petit peu avant, hein, Staline. Staline, c'est 24-53. Là, on élargit considérablement. Le décret part de 17 et va jusqu'à 91. Bien. Ça, c'est Furet. Et Furet qui dit dans son bouquin... Page 9, ce bouquin, ainsi le communisme se termine-t-il dans une sorte de néant. Et pages 808 et 809, l'histoire redevient ce tunnel où l'homme s'engage dans l'obscurité, sans savoir où conduiront ses actions. Incertain sur son destin, dépossédé de l'illusoire sécurité d'une science de ce qu'il fait, l'idée d'une autre société est devenue presque impossible à penser. Et d'ailleurs, personne n'avance dans le monde d'aujourd'hui, même l'esquisse d'un concept neuf. Vous mesurez le degré d'obscurantisme qu'il y a dans ce texte, j'espère, hein, le degré d'obscurantisme. Voilà. Ouais, c'est terrible. Furet était un spécialiste de la Révolution française, Oui. c'est-à-dire de gens qui ont essayé d'imaginer une autre société. Oui, absolument. Mais à propos de Furet, tu vois, il y a ça aussi sur elle. Il dit le stalinisme est donné d'avance dans l'idée communiste, donc il dit Furet, c'est le stade suprême du communisme. Mais qu'est-ce que l'idée communiste? Cela, Furet ne le dit pas, alors même que le sous-titre de son livre est Essai sur l'idée communiste au XXe siècle. C'est le titre, mais... Ah ouais. Voilà. Bon, donc vous aurez tout ça. Vas-y. Une remarque là. J'ai revu des documentaires sur 1968. Il y a une chose qui m'a frappé en les voyant, c'est que les différentes tendances de révolutionnaires de mai 68, même s'ils étaient pour l'immense majorité d'entre eux très anti-parti communiste, ils se ralliaient tous à l'idée communiste. Oui. C'est-à-dire que ce soit ceux qui se ralliaient au communisme trotskiste, au communisme maoïste, au communisme castriste, et même les anarchistes, l'immense majorité d'entre eux se ralliaient au communisme libertaire. Bien sûr. Il se dit, donc, tout le monde, on va dire quasiment tout le monde, participant en mai 68, se disait favorable au communisme tout en étant farouchement anti-parti communiste. C'est ça. Le plus bel exemple, c'est Cohn-Bendit, qui sort quelque temps après un bouquin de réponse à Lénine, Le gauchisme, réponse à la maladie sénile du communisme. Oui, parce qu'on Fallait le faire. parce qu'on a écrit... C'est Lénine, maladie infantile. Voilà. Maladie infantile du communisme. Voilà, prochaine...